Sans moi, elle serait à la rue. La voix de mon père a résonné dans la salle d'audience si fort, que même la greffière s'est arrêtée de taper, pendant une demi-seconde. Quelques personnes ont gloussé. Je n'ai pas levé les yeux. J'ai gardé mes mains croisées sur mes genoux, et j'ai fixé la rambarde en bois usé devant moi. Pendant que le vieux ventilateur de plafond tournait paresseusement au-dessus de nos têtes. Savannah a ce don de rendre n'importe quelle pièce moite, même un tribunal de comté. Puis, le juge Whitmore m'a regardé directement. Pas mon avocat. Pas mon père. Moi. Et, d'une voix si calme que ça m'a presque fait peur, il a demandé, alors, ils ne le savent vraiment pas. La salle s'est tue. L'avocat de mon père a cligné des yeux, perplexe. Que votre honneur sache. Quoi? Le juge Whitmore s'est adossé lentement à son fauteuil. En fait, elle est. Il s'est interrompu. Et c'est à cet instant précis, que le visage de mon père a perdu toutes ses couleurs. Mais rien de tout cela ne s'est passé au début. Non. La vérité, c'est que ma vie s'était déjà effondrée bien avant cette salle d'audience. Et le plus triste, c'est que ma propre famille ne s'en était jamais rendu compte. Je m'appelle Margaret. J'ai 61 ans, je suis divorcé, retraité. Et jusqu'à récemment, toute la ville de Savannah croyait que j'étais une vieille femme ratée, vivant de la générosité de son père. Honnêtement, je les ai laissés le croire. Au moment où le procès a commencé, je vivais discrètement dans le domaine des haies depuis presque 7 ans. La maison se trouvait juste à la sortie de Savannah, près de l'île of Hope. Nichée derrière des chênes géants drapés de mousse espagnole. C'était le genre de propriété de la vieille bourgeoisie du Sud. De larges porches, de hautes fenêtres, des allées en briques fissurées. Le genre d'endroit que les gens admiraient, en passant lentement en voiture. Mon père adorait raconter que c'était dans la famille depuis des générations. Ce n'était pas exactement vrai. Mais, là encore, je laissais les gens croire ce qu'ils voulaient. La plupart des matins, je me réveillais avant le lever du soleil. Je faisais du café noir, et je m'asseyais sur le porche arrière, pour écouter les cigales. Pendant que la brise de la rivière se glissait à travers les arbres. J'aimais le calme. Après le genre de vie que j'avais mené, le silence était devenu précieux. 3 jours par semaine, je faisais du bénévolat à la clinique pour vétérans, VA, au centre-ville. La plupart des gens là-bas me connaissaient simplement sous le nom de Maggie. Ça suffisait. J'aidais les vétérans plus âgés à remplir des papiers. J'en conduisais quelques-uns à leur rendez-vous. Et parfois, je m'asseyais simplement à côté d'hommes seuls, qui avaient besoin de quelqu'un de disposé à écouter des histoires, pour lesquelles plus personne d'autre n'avait de patience. Les vieux soldats reconnaissent certaines choses entre eux. La discipline. Le silence. L'habitude de s'asseoir, là où l'on peut voir toutes les issues. Je remarquais qu'ils me remarquaient, mais personne ne posait de questions. Cette génération-là, comprenait le respect des limites. Mon père, Walter, n'en comprenait aucune. À 82 ans, il se comportait toujours comme s'il était le maître des lieux, dans chaque pièce où il entrait. Il avait autrefois dirigé une entreprise de construction florissante, dans les années 70 et 80, à l'époque où Savannah grandissait vite. À cette époque, les gens le respectaient. Ou peut-être qu'ils le craignaient. Parfois, ces deux choses se ressemblent quand on est jeune. Ma mère est décédée il y a 12 ans. Et après cela, toute once de douceur qui pouvait exister chez mon père, a disparu avec elle. Il est devenu plus dur, plus tranchant, plus méchant dans de petites choses discrètes. Surtout envers moi. Mon jeune frère, Daniel, ne pouvait rien faire de mal. Peu importe qu'il ait 58 ans, et soit croulant sous les dettes, à cause de transactions immobilières ratées. Mon père le présentait toujours avec fierté au petit déjeuner de l'église, comme s'il était un jeune homme d'affaires prometteur. Moi? J'étais un Margaret. Prononcé avec de la déception accrochée à chaque syllabe. Elle ne s'est jamais remise de son divorce, murmurait-il au voisin. Ou bien, elle vit ici parce que la famille s'occupe de la famille. La vérité se tenait sous ses yeux tous les jours, et il ne l'a jamais vue. Le dîner du dimanche qui a tout déclenché, s'est déroulé fin août. La chaleur de Savannah enveloppait la maison comme de la laine mouillée, ce soir-là. Daniel est arrivé, portant des mocassins sans chaussettes. Et parlant fort dans son téléphone, à propos d'un projet immobilier de condo, qui n'existait probablement pas. Sa femme, Crystal,
apporter une tarte aux pêches achetée au supermarché, et jouer les épuisés avant même de s'asseoir. J'avais préparé un rôti. Personne ne m'a remercié. Ce n'était pas inhabituel. À la moitié du repas, mon père a tamponné sa bouche avec une serviette, et a annoncé avec désinvolture, j'ai décidé de vendre la propriété. J'ai lentement levé les yeux. Daniel s'est figé, la fourchette en l'air. Les impôts deviennent ridicules, a poursuivi mon père. Et franchement, cette maison est devenue trop grande maintenant. Il m'a regardé directement. Donc, tu vas devoir prendre tes dispositions, Margaret. Crystal a évité mon regard. Daniel s'est soudainement découvert une passion fascinante, pour son thé glacé. J'ai posé ma fourchette avec précaution. Tu ne peux pas la vendre. La pièce est devenue silencieuse. Mon père a eu un petit rire sec. Pardon ? Tu ne peux pas vendre le domaine. Ses yeux se sont plissés immédiatement. J'avais vu ce regard toute ma vie. Il apparaissait toujours, juste avant qu'il ne décide que quelqu'un avait besoin d'être humilié. Je crois que je sais ce que je possède. J'ai soutenu son regard calmement. Non. Tu ne le sais pas, Daniel est finalement intervenu nerveusement. Allez, Maggie. Ne commence pas ça ce soir. Mais mon père était déjà en colère. Tu as vécu sous mon toit pendant 7 ans, a-t-il lâché d'un ton sec. Sans moi, tu vivrais dans un appartement du gouvernement. J'ai failli sourire en entendant ça. Un appartement du gouvernement. Si seulement il savait. Au lieu de ça, je me suis levé sans faire de bruit, et j'ai commencé à débarrasser les assiettes de la table. Tu devrais parler à un avocat, avant d'essayer de le vendre, ai-je dit doucement. Ça ne l'a mis que plus en colère. La semaine suivante, c'est exactement ce qu'il a fait. En moins de 10 jours, j'ai officiellement reçu un avis d'expulsion. Daniel m'a appelé après ça, en faisant semblant d'être compatissant. Tu sais comment est papa, a-t-il soupiré au téléphone. Excuse-toi, et tout ça s'arrangera. Pourquoi? Un long silence. Puis, tu dois toujours rendre les choses difficiles. J'ai presque ri. À mon âge, on commence à reconnaître clairement les schémas. Les familles créent des rôles pour chaque personne. Et une fois qu'elles l'ont fait, elles s'y accrochent, même quand la réalité change. Daniel était le fils prodige. Moi, j'étais la déception. Rien, ni le succès, ni le sacrifice, ni la vérité, n'était autorisé à interrompre cette histoire. La nouvelle du procès s'est répandue dans Savannah, plus vite qu'un orage d'été. Au dîner près de Water Avenue, les gens chuchotaient quand j'entrais. La pauvre Margaret, qui vit au crochet de son père. Probablement mentalement instable après son divorce. J'ai tout entendu. Et je les ai laissés parler. Parce qu'après 30 ans dans les renseignements militaires, j'avais appris quelque chose d'important. Les gens se révèlent pleinement, quand ils pensent que vous êtes impuissante. 2 semaines avant la première audience, je suis passé au palais de justice pour déposer des documents avec mon avocate, Patricia Hill. Patricia avait 73 ans. Elle était aussi tranchante que du verre brisé. Et c'était l'une des rares personnes en Géorgie, qui connaissait toute la vérité sur moi. Alors que nous entrions dans le hall du tribunal. Un vieux huissier a levé les yeux de son bureau. À la seconde où il m'a vu, sa posture a changé instantanément. Colonne vertébrale droite, épaules carrées. Bonjour, madame, a-t-il dit doucement. Par mademoiselle et, par Margaret. Madame. Patricia a remarqué que mon père se tenait de l'autre côté du hall avec Daniel. Ils l'avaient remarqué, eux aussi. Et pour la première fois depuis le début du procès. J'ai vu l'incertitude vaciller sur le visage de mon père. Seulement pour une seconde. Puis, son orgueil a tout englouti. La première audience du tribunal a eu lieu un mardi matin de septembre. Juste après une semaine de forte pluie. Savannah sentait le bitume mouillé, et les magnolias ce matin-là. Les marches du tribunal étaient glissantes. Et les journalistes du journal local s'étaient déjà rassemblés à l'extérieur, dès 8 heures. Les habitants des petites villes aiment l'humiliation presque autant qu'ils aiment l'église. Surtout quand l'humiliation concerne quelqu'un d'autre. Je suis arrivé seul dans mon vieux pick-up bleu. Je portais un tailleur gris tout simple que je possédais depuis des années. Aucun bijou, à part mon alliance. Que je portais toujours, même après le décès de Harold.
Certaines habitudes restent en vous plus longtemps que le chagrin. De l'autre côté de la rue, j'ai tout de suite remarqué mon père. Walter se tenait près de l'entrée du palais de justice, serrant des mains comme s'il faisait campagne pour la mairie. Daniel papillonnait à côté de lui, portant des dossiers et des gobelets de café. Essayant trop fort d'avoir l'air important. Mon père m'a repéré, et a eu un sourire narquois. Cette même expression qu'il avait arborée toute mon enfance, chaque fois qu'il pensait gagner. « Bonjour, Margaret », a-t-il lancé assez fort pour que les journalistes à proximité l'entendent. « J'espère que tu as prévu un endroit où loger après ça. » Quelques personnes ont ri nerveusement. J'ai continué à marcher. Une chose que le service militaire vous apprend, c'est comment survivre à l'humiliation sans réagir émotionnellement. Si vous répondez à chaque insulte, vos ennemis finissent par contrôler vos battements de cœur. Patricia il m'a retrouvé à l'intérieur, près du poste de sécurité. Elle portait une simple mallette en cuir, et avait l'air totalement indifférente à la foule qui s'était rassemblée autour de l'affaire. « Tu as pu dormir un peu ?» a-t-elle demandé doucement. « Assez. » Elle m'a étudié pendant un instant. « Tu as encore le temps de régler ça pacifiquement. » J'ai presque souri. J'ai essayé la paix pendant 40 ans. Cela a clos la conversation. La salle d'audience numéro 3 se trouvait au 2e étage, surplombant Reynolds Square. De vieux bancs en bois, une moquette délavée, une climatisation qui marchait à peine. La pièce sentait la poussière, le café, et le vieux papier. Le genre d'endroit où des vies se brisent discrètement tous les jours. Alors que les gens remplissaient les sièges du public. J'ai remarqué plusieurs vieux vétérans éparpillés dans la salle. Monsieur Delaney de la clinique VA. Frank Morrison, des marines à la retraite. Et même Benson. Qui d'habitude ne pouvait pas quitter sa maison à cause de problèmes respiratoires. Aucun d'entre eux ne m'a regardé directement. Mais ils étaient venus. Ça comptait. L'avocat de mon père était un homme nommé Richard Coleman. La soixantaine, une coupe de cheveux chers, des boutons de manchette en or. Le genre d'avocat qui souriait trop souvent, parce qu'il prenait plaisir à humilier les gens professionnellement. Il s'est approché de notre table avant le début de la séance. « Madame a-t-il dit d'un ton aimable. Mon client est toujours disposé à vous éviter une humiliation supplémentaire, si vous libérez les lieux volontairement. Patricia a répondu avant que je ne le puisse. Ma cliente n'est pas intéressée. Coleman a soupiré de façon dramatique. C'est fâcheux. Non. Ce qui était fâcheux, c'est que les hommes comme lui passent des carrières entières à confondre la gentillesse avec la faiblesse. Le juge Whitmore est entré exactement à 9h pile. Tout le monde s'est levé. Au moment où il a vu ma plaque nominative à la table de la défense, quelque chose a changé dans son expression. Presque trop vite pour être remarqué. Pas de la surprise, exactement. De la reconnaissance. Puis, ça s'est effacé. L'audience a commencé de manière assez routinière. Les registres de propriété, la chronologie de résidence, les relevés financiers. Coleman faisait constamment le spectacle pour la salle. Mon client a généreusement permis à sa fille, en difficulté émotionnelle, de rester dans la résidence après son divorce. En difficulté émotionnelle. Une expression intéressante. Malgré son incapacité à subvenir financièrement à ses propres besoins. Je fixais droit devant moi. Des années auparavant, lors de briefings des renseignements à l'étranger, j'avais été assise en face d'hommes qui menaçaient des vies avec désinvolture tout en buvant du café. Comparé à cela, Richard Coleman n'était que du bruit portant une cravate. Pourtant, je ne ferai pas semblant que ça ne faisait pas mal. Il y a quelque chose de singulièrement douloureux à rester assise en silence, pendant que des inconnus discutent de votre valeur comme s'il s'agissait d'un appareil cassé. Surtout quand votre propre père acquiesce. À un moment donné, Coleman a brandi des photographies du domaine. Cette propriété appartient à la famille et depuis des décennies, a-t-il annoncé avec assurance. Monsieur a payé les impôts, les frais d'entretien, et les charges. Pendant que sa fille ne contribuait, pour ainsi dire, à rien. Le juge a jeté un bref regard vers Patricia. Elle n'a pas bougé. N'a pas fait d'objection. N'a même pas scié. Cela a perturbé le juge bien plus qu'une dispute ne l'aurait fait. Pendant la suspension de séance. Je suis sorti dans le couloir, près d'une fenêtre donnant sur la place. Des nuages de pluie pendaient bas sur Savannah.
sombre et lourd. Un jeune adjoint du shérif s'est approché discrètement. « Excusez-moi, madame. » Je me suis retourné. Il avait l'air nerveux. « Le juge Whitmore m'a demandé de m'assurer que vous êtes à l'aise, si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Je l'ai étudié attentivement. Jeune, peut-être 35 ans. Ancien militaire, lui aussi, à en juger par sa posture seule. « Je vais bien, ai-je répondu. Il a hésité avant de hocher la tête avec respect. « Oui, madame. » De l'autre côté du couloir, Daniel observait l'échange avec la confusion écrite sur tout son visage. Bien. Pour la première fois. De minuscules fissures apparaissaient dans l'histoire qu'ils avaient construite sur moi. Au déjeuner, Patricia et moi avons marché jusqu'à un petit dîner à 2 pâtés de maison du tribunal. Aucun journaliste ne nous a suivis. Ils préféraient les personnes plus bruyantes. Patricia a commandé une soupe à la tomate. J'ai bu du café. Finalement, elle a demandé, « Tu es nerveuse à propos de l'affaire ? De ce qui se passera après ?» Cette question pesait plus lourd. Parce qu'elle avait compris quelque chose d'important. La salle d'audience n'était pas la partie douloureuse. La vérité, c'est que j'ai regardé par la fenêtre la circulation qui passait. Mon père a construit toute son identité autour du fait d'être le fort. Et les hommes comme lui, ne survivent pas à l'humiliation. Patricia a remué sa soupe lentement. Il a fait ses choix. Peut-être. Mais quand vous avez passé toute votre vie à protéger les gens, même ceux qui vous blessent, il devient difficile d'arrêter. L'après-midi, le tribunal a repris avec le témoignage de Daniel. Voir mon petit frère mentir sous serment, m'a semblé étrangement épuisant. Elle a toujours dépendu de papa, a-t-il affirmé prudemment. Émotionnellement et financièrement. J'ai failli l'interrompre à ce moment-là. J'ai failli. Parce que, 20 ans plus tôt, Daniel m'avait appelé en pleurs, depuis le parking d'un casino de Biloxi. Après avoir presque tout perdu au jeu. Et je lui avais viré 40 000 €, avant le lever du soleil. Pas de leçon de morale. Pas d'humiliation. Pas de conditions. La famille protège la famille. Du moins, c'est ce que je croyais à l'époque. Quand Daniel a fini de témoigner, il a complètement évité de me regarder. La lâcheté ressemble souvent à de la confiance en soi. Jusqu'à ce que la pression arrive. Vers la fin de l'audience, le juge Whitmore a examiné les documents préliminaires, en silence depuis son siège. Puis, soudainement, il a marqué une pause. Un long silence a rempli la salle d'audience. Il a ajusté ses lunettes lentement, en lisant une page en particulier. Ensuite, il m'a regardé directement. Sans hostilité. Sans curiosité. Avec respect. Mon père l'a remarqué immédiatement. « Votre honneur » a relancé Coleman nerveusement. Whitmore a fermé le dossier. Il semblerait qu'il y ait des documents de propriété supplémentaires, nécessitant une vérification. Coleman a froncé les sourcils. Nous avons déjà soumis l'intégralité de la documentation. Apparemment, non. La salle a commencé à remuer, mal à l'aise. Mon père s'est penché vers son avocat, murmurant avec colère. Le juge Whitmore a poursuivi calmement. Je programme une nouvelle audience dans 2 semaines. Coleman s'est levé rapidement. Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, il s'agit d'une simple affaire d'expulsion. L'expression du juge s'est durcie instantanément. Non, a-t-il dit doucement. Puis il a de nouveau jeté un regard vers moi. Ce n'est peut-être pas le cas. Cette phrase nous a suivis jusqu'à la sortie du tribunal. Dehors, les journalistes se pressaient autour de mon père pour lui poser des questions. Il a souri avec assurance pour les caméras. Faisant comme si de rien n'était. Mais j'ai remarqué quelque chose qui a échappé aux autres. Pour la première fois depuis le dépôt de la plainte. Walter avait l'air incertain. Juste assez incertain, pour avoir peur. La deuxième audience a attiré 2 fois plus de monde. À ce moment-là, Savannah avait transformé toute cette affaire en divertissement. À l'épicerie, les inconnus s'arrêtaient de parler quand je passais. Au dîner près de River Street, les gens chuchotaient derrière leur tasse de café. Même à l'église, je surprenais des femmes plus âgées me lancer des regards compatissants. Qui semblaient plus lourds qu'un jugement. La pauvre Margaret. Elle perd sa maison.
Elle attaque son propre père en justice. Personne ne connaissait la vérité. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à me demander si je ne préférais pas qu'il en soit ainsi. Le matin de l'audience, la pluie martelait le toit du domaine avant le lever du soleil. Je me tenais sur le porche arrière avec une tasse de café noir, regardant l'eau s'accumuler le long des allées en briques. Les chênes se balançaient lentement sous le vent. Cette maison avait survécu à des ouragans, des inondations et 3 générations d'amertume. Le plus drôle, c'est que la maison elle-même n'avait jamais vraiment appartenu à la famille. À 8h30, Patricia est arrivée pour venir me chercher. « Prête ?» a-t-elle demandé doucement. « Non », ai-je admis. Elle a hoché la tête une fois. « Tant mieux. Ça veut dire que tu es toujours humaine. » Le palais de justice avait une allure différente ce matin-là. Bondé. Tendu. 2 fourgons de chaînes d'information locales étaient garés à l'extérieur, près de l'entrée. Et des journalistes s'agglutinaient sous des parapluies, attendant l'arrivée de mon père. Walter adorait l'attention. Même maintenant, à 82 ans. Il redressait toujours les épaules dès que des caméras apparaissaient. Daniel est sorti derrière lui, portant un costume hors de prix, qu'il ne pouvait probablement pas se permettre. Mon père m'a repéré de l'autre côté de la rue, et m'a adressé un sourire glacial. Ce sourire allait disparaître. Exactement 43 minutes plus tard. La salle d'audience numéro 3 s'est remplie tôt. Des voisins à la retraite. Des inconnus curieux. Des vétérans de la clinique VA. Même quelques avocats locaux sont venus juste pour observer. Patricia a organisé calmement la paperasse à côté de moi. « Tu n'es pas obligé d'en dire plus que nécessaire », m'a-t-elle rappelé. Je sais. Une fois que ça aura commencé, il n'y aura plus de retour en arrière possible. C'est cette partie qui me pesait sur la poitrine. Car malgré tout ce que mon père avait fait, une part de moi voulait encore le protéger de l'humiliation. Ce qui en disait plus sur moi que sur lui. Le juge Whitmore est entré à 9h pile. La salle s'est levée. Il avait l'air inhabituellement sérieux ce matin-là. Richard Coleman a commencé de manière agressive, essayant de reprendre le contrôle, avant que Patricia ne puisse parler. « Votre honneur. Cette affaire a déjà fait perdre assez de temps aux contribuables », a-t-il annoncé haut et fort. Les faits restent simples. Monsieur Walter est propriétaire du bien. Sa fille y réside sans aucun droit légal. Le juge n'a rien dit. Coleman a continué avec assurance. Nous avons fourni les registres fiscaux, les reçus d'entretien, les factures des charges. Soumis par qui, l'a interrompu Patricia calmement. Coleman a froncé les sourcils. Par le propriétaire du bien. Patricia a fait glisser un dossier sur la table. Cette supposition semble être inexacte. La salle d'audience s'est agitée discrètement. Mon père a immédiatement croisé les bras. Qu'est-ce que c'est que ces absurdités? Patricia s'est levée. Je la connaissais depuis près de 15 ans. Et je ne l'avais jamais vue nerveuse, pas une seule fois. Votre honneur, a-t-elle déclaré d'un ton égal. Le domaine connu sous le nom de Emanor a été acheté en 1998, par le biais d'un trust privé de la défense, enregistré en Virginie. Coleman a éclaté de rire. C'est impossible. Patricia l'a complètement ignoré. Le seul contributeur financier de ce trust, est sa bénéficiaire majoritaire. Et Margaret est. Silence. Pas un silence normal. Le genre de silence qui modifie physiquement une pièce. Mon père a cligné des yeux, abasourdi. Quoi? Daniel m'a fixé, comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Coleman s'est repris en premier. Il doit s'agir d'une erreur d'écriture quelconque. Ce n'est pas le cas, a rétorqué Patricia. Elle a tendu des documents supplémentaires à l'huissier. Le juge Whitmore les a examinés attentivement. Et là, il s'est passé quelque chose que je n'oublierai jamais. Le vieil huissier, debout près du banc du juge, a jeté un coup d'œil à mon nom sur la paperasse. Et a subtilement redressé sa posture. Militaire. Instantanément reconnaissable. Dans le public, j'ai remarqué que Frank Morrison, de la clinique pour vétérans, a baissé les yeux discrètement. Quelques vétérans avaient déjà compris exactement où cela allait mener.
Coleman a continué à parler rapidement. Maintenant. Même si une sorte de trust existe. Ça n'explique pas, le juge Whitmore l'a interrompu doucement. Cela explique, bien au contraire, beaucoup de choses. Mon père s'est penché en avant, en colère. Margaret n'a pas ce genre d'argent. Personne ne lui a répondu immédiatement. Parce que la vérité sonne toujours absurde. Quand on a passé sa vie entière à sous-estimer quelqu'un. Patricia a ouvert un autre dossier. Pendant 31 ans, a-t-elle déclaré calmement. Ma cliente a servi, dans les services de renseignement naval des États-Unis. La salle s'est figée. Daniel a murmuré, quoi? Mon père a réellement ri une fois. Un son nerveux, et brisé. C'est ridicule. Patricia a continué malgré tout. Margaret a pris sa retraite. Avec le grade de contre-amiral, rear-admiral. Le silence qui a suivi m'a paru énorme. Pas dramatique. Pas bruyant. Juste lourd. J'ai gardé les yeux fixés sur la table. Parce que, soudainement, tout le monde dans la salle d'audience me regardait. Non plus avec de la pitié. Mais avec le choc. Le juge Whitmore a regardé directement le public. Étant donné que certains de ces documents restent partiellement classifiés, a-t-il précisé avec prudence. Ce tribunal ne discutera pas des détails opérationnels. Détails opérationnels. Cette expression a eu un écho différent. On pouvait le sentir. Le visage de mon père était devenu complètement pâle à présent. Daniel avait l'air physiquement malade. Coleman a essayé de parler à nouveau. Mais il a trébuché sur ses propres mots. Votre honneur. Le service militaire n'a sûrement rien à voir avec la propriété d'un bien. Non, a répondu doucement Whitmore. Mais l'intégrité, si. La salle d'audience est restée parfaitement immobile. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père avoir peur de moi. Non pas parce que je l'avais menacé. Non pas parce que je lui avais crié dessus. Mais parce que l'histoire qu'il avait construite sur moi s'effondrait en public. Morceau par morceau. Patricia a continué à présenter des dossiers financiers. Des relevés de trust. Des compromis de vente. Des virements bancaires. Chaque document remontait à moi. Le domaine n'avait jamais appartenu à Walter Hay. Pas légalement. Pas financièrement. Pas une seule fois. 26 ans plus tôt. Après mon deuxième déploiement à l'étranger. J'avais acheté la propriété via un trust protégé. Parce que l'entreprise de construction de mon père s'effondrait sous les dettes. Il ne l'a jamais su. J'y avais veillé. À l'époque, préserver sa fierté me semblait plus bienveillant que d'exposer son échec. Alors je l'avais laissé faire semblant. Pendant des décennies. Mon père a secoué la tête lentement. Non. Non. Ça ne peut pas être juste. J'ai finalement parlé, doucement. C'est la vérité. Le son de ma propre voix l'a fait sursauter, plus que les documents eux-mêmes. Walter m'a fixé. Avec une confusion sincère, cette fois. Tu as acheté cette maison? Oui. Pourquoi aurais-tu fait ça? Cette question m'a presque brisé le cœur. Parce qu'il ne comprenait vraiment pas. J'ai regardé le vieil homme, assis de l'autre côté de la salle d'audience. Et je me suis souvenu de chaque Noël, où ma mère essayait de maintenir la paix entre nous. De chaque appel téléphonique auquel j'avais répondu au milieu de la nuit. De chaque dette discrètement effacée. De chaque humiliation ravalée. Parce que tu étais mon père, ai-je dit doucement. Ses yeux se sont remplis de larmes, instantanément. Mais l'audience n'était pas terminée. Patricia, calmement, en a révélé davantage. Les factures médicales après les traitements contre le cancer de ma mère, les miennes. Le sauvetage de l'entreprise de Daniel, 15 ans plus tôt, le mien. Les arriérés d'impôts, qui ont sauvé le domaine de la saisie pendant la récession, les miens. Chaque fois que le désastre a frappé, des mains invisibles avaient protégé la famille. Mes mains. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre. J'étais devenu la déception. La salle ne regardait plus mon père avec admiration. Seulement avec un malaise palpable. Peut-être avec de la honte. Le juge Whitmore a finalement retiré ses lunettes. Et s'est frotté les yeux de fatigue. Puis il a regardé directement Walter.
Monsieur est, a-t-il dit doucement. Je vous déconseille fortement de poursuivre cette action. Mais mon père l'entendait à peine. Il continuait de me fixer. Comme un homme qui réalise trop tard qu'il n'a, en fait, jamais connu sa propre fille. Personne n'a parlé à mon père après la fin de l'audience. C'est la première chose que j'ai remarquée. D'habitude, Walter est traversé Savannah. Comme un homme en campagne électorale. Les gens le saluaient bruyamment. Les hommes lui serraient la main. Les femmes souriaient poliment. Il se nourrissait de l'attention, comme d'autres se nourrissent de whisky. Mais après la révélation dans la salle d'audience, le couloir à l'extérieur de la salle 3 semblait différent. Silencieux. Les gens s'écartaient sur son passage. Pas par respect. Par malaise. Daniel n'arrêtait pas d'essayer de lui parler, pendant que les journalistes se pressaient près des portes du tribunal. Papa. Partons d'ici, lui murmurait-il avec urgence. Mais Walter est resté figé près de la fenêtre du couloir. Me fixant, pendant que je rassemblais mes papiers à côté de Patricia. Je pouvais pratiquement entendre toute la compréhension qu'il avait de sa propre vie, s'effondrer. Finalement. Il s'est avancé vers moi lentement. L'espace d'une seconde, j'ai cru qu'il allait s'excuser. Au lieu de cela, il a demandé « Depuis combien de temps ?» J'ai levé les yeux. Depuis combien de temps? Quoi? Depuis combien de temps préparais-tu cette humiliation? La question a frappé plus fort que je ne m'y attendais. Même maintenant. Après tout ça. Il croyait toujours qu'il était la victime. Je ne l'ai pas préparé, ai-je dit doucement. Il a ri amèrement. Tu m'as laissé me tenir là-dedans, à avoir l'air d'un idiot. Patricia s'est interposée entre nous immédiatement. C'est vous qui avez intenté le procès, Walter. Mais il l'entendait à peine. Ses yeux restaient rivés sur moi. Toutes ces années, a-t-il marmonné. Tu es resté là. À laisser les gens penser que je prenais soin de toi. Oui. Pourquoi? J'ai ouvert la bouche une fois. Je l'ai refermée. Parce que la réponse honnête semblait pathétique. Parce que je t'aimais. À la place, j'ai dit, ça semblait plus simple. Son expression s'est tordue. En quelque chose entre la colère et la honte. Puis les journalistes se sont précipités vers nous. Amiralet. Amiralet. J'ai légèrement tressailli à ce titre. Je ne l'avais pas entendu prononcer publiquement depuis des années. Les flashs des appareils photo ont illuminé le couloir. Est-il vrai que vous avez dirigé des opérations de renseignement naval dans le Golfe? Avez-vous reçu la médaille du service distingué? Pourquoi avez-vous caché votre carrière militaire? Walter fixait les journalistes dans une incrédulité totale. On pouvait voir la minute exacte, où il a compris que l'humiliation n'était pas temporaire. Toute la ville allait savoir. Le soir même. Savannah savait déjà. Je me suis arrêté pour faire des courses sur le chemin du retour. Et la caissière a failli faire tomber une boîte d'œufs, quand elle m'a reconnu. Oh mon Dieu, a-t-elle murmuré. Vous êtes cette femme du tribunal. Cette femme. Plus la pauvre Margaret. Un homme plus âgé près de la caisse. A lentement retiré sa casquette de vétéran quand il m'a vu. Vietnam, la marine, madame, a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête poliment. Repos, marin. Il a ri si fort qu'il en a presque pleuré. Mais tout le monde n'a pas réagi avec bienveillance. Daniel est arrivé au domaine vers 19h ce soir-là. Déjà furieux. J'ai entendu sa Mercedes arracher le gravier de l'allée, avant même qu'il ne frappe. Tu as embarrassé papa, devant la ville entière. Je suis resté assise sur la balancelle du Porsche. Il s'est embarrassé lui-même. Ce n'est pas juste, et tu le sais. J'ai regardé attentivement mon jeune frère. Pour la première fois depuis des décennies. Il avait l'air sincèrement effrayé. Non pas de moi. De perdre la vie dont il dépendait. Tu nous as menti pendant des années, a-t-il lancé. Non, ai-je répondu calmement. Je suis restée silencieuse. Il y a une différence. Daniel a fait les 100 pas sur le porche, avec colère. Tu as fait passer papa pour un faible. Cette phrase expliquait tout. Pas cruel. Pas injuste. Faible. Parce que dans ma famille.
La faiblesse était le péché impardonnable. J'ai pris une lente inspiration. As-tu déjà demandé une seule fois d'où venait le plan de sauvetage de ton entreprise? Son visage a changé instantanément. C'était là. Le souvenir. 15 ans plus tôt. Biloxi. 3 heures du matin. Tu avais dit que c'était un investisseur anonyme, a-t-il chuchoté. Ça l'était. Oh mon Dieu. Tu étais sur le point de tout perdre. Il s'est assis lourdement dans le fauteuil du Porsche. Pendant plusieurs minutes. Aucun de nous n'a parlé. Pendant que les cigales bourdonnaient bruyamment, dans l'obscurité humide. Finalement, Daniel a posé la question. Que j'avais secrètement attendu des années d'entendre. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? J'ai regardé en direction des chênes. Parce qu'une fois que les gens savent ce que vous êtes, ai-je dit doucement. Ils arrêtent de voir qui vous êtes. Ce n'était pas tout à fait vrai. La vérité la plus profonde était plus laide. J'étais fatigué. Après des décennies dans le renseignement militaire. Après avoir enterré des amis. Après des mariages ratés et des funérailles classées secrètes. Et des années passées à porter des responsabilités dont on ne peut pas parler ouvertement. Je ne voulais plus être le contre-amiral Margaret. Je voulais juste être la fille de quelqu'un. Malheureusement. Ma famille ne respectait que le pouvoir, qu'elle pouvait voir publiquement. Le lendemain matin. Des journalistes campaient devant les grilles du domaine. Dans l'après-midi. De vieilles photographies ont fait surface en ligne. Moi en uniforme, aux côtés d'officiels de la marine. Moi debout près de porte-avions. Moi recevant des médailles, lors de cérémonies dont je me souvenais à peine. La ville a perdu la tête. À la clinique VA, des vétérans qui m'adressaient à peine la parole auparavant, se tenaient maintenant gauchement debout chaque fois que j'entrais dans la pièce. Je détestais ça. Le respect basé sur le grade m'avait toujours paru plus creux. Que le respect gagné silencieusement. L'après-midi même, Patricia a appelé. Il faut que tu vois ça. Elle m'a envoyé par email les documents financiers de l'entreprise immobilière de Daniel. J'ai fixé les chiffres en silence. Des dettes massives. Des prêts cachés. Des deuxièmes hypothèques. Il était encore en train de se noyer. Quelques heures plus tard, Walter est apparu au domaine. Seul et à l'improviste. Pas de journaliste. Pas de colère. Seulement de l'épuisement. Je l'ai trouvé assis dans le jardin à l'arrière, près du potager que ma mère avait planté 30 ans auparavant. Pendant un long moment. Aucun de nous n'a parlé. Puis il a demandé doucement, est-ce qu'il y a eu un moment où c'était vrai? J'ai froncé légèrement les sourcils. Quoi donc? Que tu avais besoin de nous. La tristesse dans sa voix m'a prise au dépourvu. Parce que soudain, il ne ressemblait plus au père puissant de la salle d'audience. Juste à un vieil homme terrifié, que sa vie ait été bâtie sur une illusion. J'ai eu besoin de vous, ai-je répondu honnêtement. Quand? Tout le temps. Cela a semblé le blesser plus que tout le reste. Walter a frotté ses mains l'une contre l'autre lentement. Je croyais qu'après ton divorce. Après ton retour à la maison. Je suis revenu parce que j'étais fatigué, les jeux interrompus doucement. Pas brisé. Il a baissé les yeux vers le jardin. Je ne comprends pas pourquoi tu nous as protégés après tout ça. J'ai failli lui dire la vérité à ce moment-là. Que les soldats sont entraînés à protéger les gens, même quand ces gens ne le méritent pas. Mais à la place, j'ai dit, c'est ce que maman aurait voulu. Ses yeux se sont remplis de larmes immédiatement. Pour la première fois de ma vie, mon père avait l'air vieux. Pas imposant. Pas intimidant. Juste vieux. Et profondément honteux. Mais la fierté ne meurt pas rapidement chez des hommes comme Walter est. Avant de partir, il s'est arrêté près du Porsche. Tu aurais pu me détruire il y a des années. Je sais. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que la vengeance a l'air satisfaisante, quand on a mal. Jusqu'à ce qu'on en ait enfin l'occasion. Et qu'on ne voit plus debout devant soi, que sa famille. Je n'ai jamais voulu me venger, ai-je dit doucement. Cette salle d'audience n'était pas de la vengeance. Alors c'était quoi? Je l'ai regardé droit dans les yeux. La vérité. La chose la plus étrange quand on gagne, c'est le silence qui suit. Les séries télévisées donnent l'impression que la vengeance est satisfaisante.
Quelqu'un est démasqué. Les méchants souffrent. Et le héros s'en va en se sentant puissant. La vraie vie ne marche pas comme ça. 3 semaines après l'audience au tribunal. La ville de Savannah ne parlait toujours que de ça. Partout où j'allais, les gens me dévisageaient. À la pharmacie. À l'église. À la marina du centre-ville. Certains me souriaient avec respect maintenant. D'autres avaient l'air embarrassés. Comme s'ils me devaient personnellement des excuses. Pour avoir cru le pire à mon sujet, toutes ces années. Mais rien de tout cela n'a apporté la paix. Le silence à l'intérieur du domaine semblait, au contraire, plus lourd qu'avant. Un soir. J'étais assise seule sur le porche arrière. Écoutant la pluie tapoter doucement contre le toit. Pendant qu'une vieille tasse de café de la marine réchauffait mes mains. Les chaînes se balançaient lentement dans l'obscurité. Et pour la première fois depuis des années, j'ai sérieusement envisagé de quitter Savannah pour de bon. Non pas à cause du procès. Mais parce que je ne reconnaissais plus ma propre vie. À ce moment-là, les journaux avaient publié presque tout ce qu'ils pouvaient légalement, sur ma carrière militaire. Une femme de la région révélée comme contre-amiral à la retraite. La carrière navale secrète stupéfie un tribunal de Savannah. Je détestais chaque gros titre. Les gens se sont soudainement mis à me traiter différemment. Des inconnus me remerciaient pour mon service, dans les allées des supermarchés. Des hommes qui m'ignoraient autrefois lors des réunions de quartier. Me serraient maintenant la main avec trop de force. Le respect basé sur une révélation semble toujours étrange. Surtout quand vous avez passé des décennies à être invisible. À la clinique VA. C'est là que les choses ont le plus changé. Les vétérans plus âgés me regardaient différemment maintenant. Pas avec peur. Avec compréhension. Un jeudi après-midi. Frank Morrison m'a coincé près de la machine à café. Frank avait fait 2 missions au Vietnam avec les marines. Et passait la plupart de ses journées, à se plaindre de la paperasse gouvernementale. Vous savez, a-t-il marmonné. Vous auriez dû le dire aux gens. J'ai eu un faible sourire. Et écoutez tout le monde me saluer pendant 20 ans. Toujours mieux, que de laisser votre vieux vous traiter comme moins que rien. Ça a frappé plus fort qu'il ne le pensait. Frank s'est adossé au comptoir avec prudence. Les hommes comme votre père, a-t-il dit doucement. Ils ne savent pas quoi faire, avec des filles qui deviennent plus fortes qu'eux. J'ai détourné le regard. Parce qu'au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Mon père ne s'était toujours pas complètement remis de l'humiliation publique. Walter avait cessé d'assister au petit déjeuner de l'église. Il avait arrêté de jouer au golf. Il ne retrouvait plus ses amis en ville pour prendre un café. Savannah est une ville assez petite, pour que la honte y voyage plus vite que le pardon. Les gens parlaient. Surtout les hommes plus âgés. Certains l'admiraient secrètement, pour avoir tenu tête à sa fille. D'autres pensaient qu'il était idiot, d'avoir humilié publiquement une officière décorée. Mais peu importe l'opinion. Walter est devenu une histoire, que les gens se murmuraient. Et les hommes fiers survivent rarement bien aux murmures. La situation de Daniel s'est dégradée encore plus vite. Sans s'en rendre compte. Il avait passé des années à construire sa vie, sur les filets de sécurité financiers invisibles, que je lui fournissais discrètement. Une fois que j'ai arrêté de couvrir les urgences. Les prêts en retard ont commencé à faire surface de partout. Un vendredi soir. Il est arrivé au domaine avec l'air épuisé. Pas en colère cette fois. Brisé. Sa luxueuse Mercedes avait disparu. Il conduisait à la place, une vieille voiture de location avec un pare-brise fissuré. Je l'ai trouvé debout, maladroitement près des marches du Porsche. « Tu es occupé ?» a-t-il demandé doucement. Jamais trop occupé pour la famille. Ces mots l'ont presque fait pleurer. Nous nous sommes assis dehors. Pendant que le soleil du soir disparaissait derrière les arbres. Finalement. Il a tout avoué. Le jeu. Les prêts. Les fausses affaires immobilières. La 2e hypothèque sur sa maison. L'écouter. C'était comme écouter une version beaucoup plus jeune de mon père. Fierté. Peur. Performance. Des hommes qui s'épuisent. À prétendre qu'ils sont plus forts qu'ils ne le sont. Je pensais pouvoir arranger ça, avant que quiconque ne s'en rende compte, a chuchoté Daniel. C'est généralement ce qui aggrave les choses.
Il a hoché la tête lentement. Puis est venue la question, que je savais en attente. Est-ce que tu as vraiment remboursé mes dettes de casino? Oui. Pourquoi? J'ai regardé la pelouse plongée dans l'obscurité. Parce que maman m'a appelé en pleurant. Daniel s'est couvert le visage des deux mains. Pendant un long moment. Aucun de nous n'a parlé. Puis il a dit quelque chose. Que je ne m'attendais pas du tout à entendre de la part de mon jeune frère. Je crois que papa te détestait. Parce que tu n'as jamais eu besoin de son approbation. J'ai laissé cette pensée flotter doucement entre nous. Parce que la vérité était plus compliquée. J'avais eu besoin de son approbation, autrefois. Désespérément. À 23 ans. Alors que je partais pour ma première affectation navale à l'étranger. J'avais attendu toute la nuit. Espérant que mon père me dirait qu'il était fier de moi. Il ne l'a jamais fait. Après un certain temps. La déception devient suffisamment familière pour qu'on arrête de se battre contre elle. 2 jours plus tard. Tout a de nouveau changé. Vers minuit, Patricia a appelé sur mon portable. Margaret, a-t-elle dit d'emblée. Ton père est à l'hôpital Mémorial. Je me suis levé si vite que mon café s'est renversé sur le comptoir de la cuisine. Que s'est-il passé? Un accident vasculaire cérébral léger. Daniel l'a trouvé effondré dans une chambre de motel. Chambre de motel. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Après l'humiliation du procès. Walter avait discrètement quitté le domaine. Plutôt que de me faire face tous les jours. L'orgueil, encore. Il avait loué une petite chambre près de la Highway 80, à la place. À 82 ans. Seul. J'ai conduit jusqu'à l'hôpital, sous une pluie battante. Daniel était assis à l'extérieur de l'aile des urgences. L'air complètement effondré. Il n'arrêtait pas de dire qu'il ne voulait pas de charité, m'a-t-il chuchoté en me voyant. Ma poitrine s'est serrée douloureusement. Parce que même maintenant. Après tout ça. Mon père croyait toujours qu'accepter de l'amour le rendait faible. La chambre d'hôpital sentait l'antiseptique et la vieille climatisation. Walter avait l'air plus petit d'une certaine façon. Allongé dans ce lit. Plus vieux. Plus fragile. Pendant un instant. Je n'ai pas vu l'homme en colère de la salle d'audience. J'ai vu mon père. M'apprenant à faire du vélo, quand j'avais 6 ans. Le temps est cruel, de cette manière-là. Walter a ouvert les yeux lentement quand je suis entré. Et à ma grande surprise, des larmes se sont immédiatement formées. Je suis désolé, a-t-il murmuré. Juste ça. Pas d'excuses. Pas de discours. Pas d'orgueil. Je me suis assise doucement à côté du lit. Tu n'es pas obligé de parler maintenant. Si. Il le faut. Sa voix se brisait terriblement. Toutes ces années, a-t-il murmuré. Tu nous protégeais. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Vous étiez ma famille. Walter s'est mis à pleurer ouvertement alors. Le genre de pleurs que les hommes de sa génération passent généralement leur vie entière à essayer d'éviter. Je t'ai puni pour être devenu tout ce que je n'ai jamais été, a-t-il admis faiblement. Cette phrase a brisé quelque chose en moi. Non pas parce qu'elle me choquait. Mais parce qu'elle confirmait ce que j'avais toujours su, secrètement. Il a cherché ma main avec précaution. J'étais fier de toi, a-t-il murmuré. Je ne savais juste pas comment le dire. À 61 ans. Entendre ces mots faisait toujours aussi mal, qu'un enfant les entendant trop tard. Mais parfois. Trop tard, c'est toujours suffisant pour compter. L'hiver est arrivé doucement à Savannah, cette année-là. Les chênes autour du domaine se dressaient, nus et silencieux. Leurs branches s'étendant sur la propriété. Comme de vieilles mains cherchant à atteindre un souvenir. Pour la première fois depuis des décennies. La maison ne semblait plus lourde de tension. Elle paraissait en paix. Pas parfaite, mais en paix. Mon père est rentré de l'hôpital 3 semaines avant Noël. Pas pour reprendre le domaine. Pas pour se disputer. Juste pour récupérer. J'ai transformé le bureau du rez-de-chaussée en chambre pour lui. Car monter les escaliers était devenu difficile, après son AVC. Au début. Il résistait à chaque petite gentillesse. C'est souvent le cas des hommes fiers.
Je peux me débrouiller tout seul, a-t-il marmonné. Le premier matin où je lui ai apporté un café. Je sais, ai-je répondu calmement. Mais tu n'y es plus obligé. Ça la fait taire, la plupart du temps. La convalescence a changé Walter, plus que l'âge ne l'avait jamais fait. Avant son AVC. Il traversait la vie comme un homme, défendant constamment un territoire que personne n'essayait de lui voler. Après coup. Quelque chose s'est adouci en lui. Peut-être que la peur a fini par atteindre la partie que son orgueil avait protégée pendant trop longtemps. Ou peut-être que c'est la solitude qui a fait le travail. Certains matins. Je le trouvais assis tranquillement sur le porche arrière. Regardant la lumière du soleil bouger à travers les arbres. Juste assis, à réfléchir. Un froid après-midi de janvier. Il m'a surprise en me demandant de l'accompagner à la clinique pour vétérans. « Tu es sûr ?» ai-je demandé avec précaution. Il a hoché la tête. Je dois des excuses à certaines personnes. Je n'ai pas demandé à quelle personne. À la clinique. Plusieurs vieux vétérans l'ont reconnu immédiatement, à cause des articles de journaux. La pièce est devenue silencieuse et malaisée, pendant un moment. Puis Frank Morrison a fait avancer son fauteuil roulant, et a brisé la tension lui-même. Eh bien, a grogné Frank bruyamment. Regardez qui a enfin décidé de rejoindre la société civilisée. À ma grande surprise. Walter a ri. Un vrai rire. Ni sarcastique. Ni amer. Juste humain. Cette journée a compté plus que je ne l'aurais cru. Parce qu'au lieu de se défendre, mon père a écouté. Il a écouté de vieux vétérans décrire des mariages perdus après des déploiements. Il a écouté des veuves expliquer la solitude après la retraite. Il a écouté des hommes de son âge admettre à quel point il était difficile de s'excuser. Après avoir passé des vies entières à prétendre que la force, c'était le silence. Pour une fois dans sa vie. Walter s'est tu assez longtemps pour apprendre quelque chose. Pendant ce temps, Daniel a lentement reconstruit sa propre vie, à partir de zéro. Il a vendu la maison beaucoup trop grande. A pris un travail de bureau ordinaire. A commencé à assister aux réunions des joueurs anonymes, 2 fois par semaine. Les premiers mois lui ont donné une sévère leçon d'humilité. Un soir. Il m'a aidé à réparer une clôture cassée, près du pâturage arrière. Alors que le soleil se couchait sur les marais. Avant, je croyais que le succès, c'était que les gens vous envient, a-t-il admis doucement. Et maintenant? Il a enfoncé un autre clou dans le poteau de la clôture avant de répondre. Maintenant, je crois que la paix a probablement plus de valeur. Ça ressemblait à de la maturité. La vraie maturité arrive souvent dans la douleur. Au printemps. Le domaine lui-même avait également commencé à changer. Pendant des années. La propriété avait surtout existé comme un symbole de richesse, de famille, de fierté, de statut. Je n'en voulais plus. Alors, avec l'aide de Patricia, j'ai créé la retraite pour vétérans et un programme à but non lucratif offrant un logement temporaire et un soutien aux vétérans plus âgés, aux veuves et aux personnes âgées confrontées à des difficultés financières. Pas de luxe. Juste de la dignité. Des chambres simples. Des repas chauds. Une sécurité tranquille. Les premiers résidents sont arrivés en mars. Une veuve de l'armée de terre originaire de Mâcon, dont le fils avait dilapidé les économies de retraite. Un mécanicien à la retraite vivant dans son pick-up. Après que des factures médicales l'avaient détruit financièrement. Une ancienne infirmière de la marine, atteinte d'un Parkinson précoce. Qui n'avait nulle part où aller. Les regarder s'installer dans le domaine a complètement changé l'atmosphère. Pour la première fois. La maison est enfin devenue utile, plutôt qu'impressionnante. Mon père a aidé plus que quiconque ne l'aurait imaginé. Au début. Il réparait des meubles simplement pour rester occupé. Puis. Il a commencé à organiser les dons. À réparer les rambardes du porche. Et à enseigner la menuiserie à de plus jeunes bénévoles. Un après-midi. Je l'ai surpris en train de montrer à un ancien marine comment planter des tomates dans le jardin de ma mère. Les 2 hommes se sont disputés tout le temps. C'était la fois où je l'ai vu le plus heureux, depuis des années. La cérémonie d'ouverture officielle a eu lieu le jour de la fête des anciens combattants, vétérans day.
Rien d'extravagant. Quelques chaises pliantes sous les chênes. Du café. Des tartes maison. Des voisins. Des vétérans. Des familles. Le juge Whitmore y a assisté discrètement. Sans attirer l'attention. Patricia est venue aussi, arborant son habituelle expression d'irritation permanente. Même plusieurs journalistes se sont montrés. Mais cette fois-ci, personne ne venait chercher un scandale. Seulement des histoires. Vers la fin du rassemblement, Daniel a tapoté doucement son verre pour demander l'attention. Je crois que papa veut dire quelques mots. Walter a immédiatement paru agacé. Je t'avais dit de ne pas faire ça. Quelques personnes ont ri doucement. Mais ensuite, mon père s'est levé lentement de sa chaise. S'appuyant légèrement sur une canne désormais. La foule s'est tue. Walter m'a regardé longuement avant de parler. Ma fille a passé la majeure partie de sa vie à protéger les gens, a-t-il dit avec précaution. Y compris ceux qui ne le méritaient pas, j'ai senti ma poitrine se serrer immédiatement. Il s'est raclé la gorge. Pendant des années, je présentais Margaret comme quelqu'un qui avait besoin d'aide. Il a marqué une pause. La vérité, c'est qu'elle est la personne la plus forte que j'ai jamais connue. Personne n'a parlé. Même le vent semblait plus silencieux. Walter avait l'air gêné par sa propre honnêteté. Ce qui rendait ses mots encore plus significatifs. Puis, il a ajouté doucement, et j'ai gâché trop d'années, en étant trop fier pour l'admettre. Je me suis approché, et je l'ai serré dans mes bras avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit. Il s'est accroché fermement. Les vieux hommes, qui ont passé leur vie entière à éviter leurs émotions, donnent parfois des étreintes différentes, une fois qu'ils finissent par s'y abandonner. Plus tard ce soir-là, après que tout le monde soit parti, je suis resté seul sur le porche arrière, regardant le coucher du soleil s'estomper à travers la mousse espagnole. Le domaine brillait doucement derrière moi, rempli de voix, de rires, et de vie à nouveau. Pour la première fois depuis de nombreuses années. La maison ne portait plus de secrets. Seulement des gens en train de guérir. J'ai pensé à la vengeance. Puis à la force avec laquelle j'avais autrefois voulu que mon père comprenne, enfin, ce qu'il m'avait fait. Et curieusement, quand ce moment est enfin arrivé, cela n'avait pas le goût de la victoire. Pas vraiment. La victoire, ça aurait été d'avoir un père, qui m'aimait ouvertement depuis le début. Mais la vie nous offre rarement des fins parfaites. Parfois. Elle nous offre seulement des fins honnêtes. S'il y a une chose que cette histoire m'a apprise, c'est que les personnes silencieuses dans la vie, portent souvent les fardeaux les plus lourds. Celles qui sont ignorées lors des dîners de famille. Sous-estimées dans les salles d'audience. Ou rejetées parce qu'elles ne se vendent pas. Ce sont souvent ces personnes, qui maintiennent des familles entières unies, en silence. Alors, si quelqu'un dans votre vie vous aime en silence, remarquez-le. Et si la fierté vous a empêché, de dire les mots que quelqu'un mérite d'entendre, n'attendez pas aussi longtemps que nous. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a encore besoin de réconciliation pendant qu'il en est encore temps. Et si vous croyez que la dignité, le pardon, et la force tranquille ont toujours de l'importance dans ce monde, j'espère que vous resterez pour la prochaine.